Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a encore tout le monde connecté. Il est déjà à 19h, presque 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont au courant, Moyac? Oui, ils sont au courant. Ils viennent de partager le lien. Je viens de partager le lien, madame, avec eux. Il y a Dr Bennani et Dr Shawqi Khawla qui étaient de garde-jour, qui voient encore des malades des urgences. Et Dr Mokri et son équipe qui sont de garde. Et Dr Tlouhi qui était avec moi à la vacation semaine. On vient tout juste de quitter. Je pense le temps qu'elle arrive, elle va se connecter. Bon, ok, je crois qu'on va commencer. Allez, Dr Ibrahim, tu peux commencer. Merci, madame. Donc, chers maîtres, chers confrères, donc, nous avons l'honneur de nous entretenir cet après-midi sur l'évaluation de l'insuffisance aortique chronique asymptomatique. Donc, nous allons adopter le plan suivant.
Après l'introduction, nous allons faire un petit rappel anatomique et physiopathologique. Après, on va dégager les différentes étiologies, puis faire une évaluation clinique, donc les différents signes qui peuvent orienter vers une insuffisance aortique. Puis rentrer dans les vifs du sujet, notamment parler des différentes explorations paracliniques qui peuvent orienter vers une insuffisance aortique, notamment en insistant beaucoup plus sur l'échographie cardiaque, et puis finir par donner les différentes indications opératoires avant de conclure. Donc, pour ce faire, nous nous sommes basés sur les différentes recommandations qui ont évolué au cours des différentes années, notamment dans les dernières remontes à 2017, qui ont insisté non seulement sur la sévérité de la fuite aortique, mais également sur la fonction VG, notamment la FEVG, les différents diamètres télésystoliques et télédiastoliques, et notamment sur l'évaluation de l'aorte ascendante, et ils ont insisté beaucoup plus aussi sur la chirurgie conservatrice de l'aorte, et puis sur la prise en charge multidisciplinaire. En définition, nous pouvons dire que la fuite aortique elle est la conséquence d'un défaut d'étanchéité des sigmoïdes aortiques responsable d'un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole, responsable d'une surcharge volumétrique et barométrique dans le ventricule gauche. Donc, elle constitue la troisième valvulopathie native. Elle est le plus souvent asymptomatique, donc sa prévalence et sa gravité augmentent avec l'âge. Donc, sur cette image échographique, nous voyons clairement une fuite aortique qui paraît sévère sur une courbe parasternale grand axe. Donc, on voit un reflux aliasé qui reflue dans le ventricule gauche, qui peut orienter vers une fuite aortique. Donc, avant dans les sujet, quelques rappels anatomiques semblent nécessaires. Donc, la valve aortique constitue une des 4 valves au niveau du cœur. Donc, elle est située en avant de la valve mitrale et à droite, et puis elle est en arrière de la valve pulmonaire. Elle a une surface en moyenne de 3,2 cm². Elle est constituée souvent de trois kyspes, dont 2 antérieures et une postérieure, notamment la kyspe antéro-droite où sort la coronaire droite, et l'antéro-gauche où sort la coronaire gauche, et puis la kyspe non coronaire ou la kyspe postérieure. L'ostéum aortique est occupé par la valve aortique séparant la partie terminale du champ de chasse du ventricule gauche et l'aorte ascendante. Elle est subdivisée en plusieurs parties, notamment l'anneau aortique, le sinus de Valsalva, la jonction sinotubaire et l'aorte ascendante. Donc, la dilatation de l'un ou de plusieurs segments de cette aorte, elle peut être responsable d'une fuite aortique, dont on va revenir par la suite. L'évolution de la fuite aortique, elle évolue le plus souvent de façon très longtemps avec plusieurs stades. Donc, dans le stade A et B, elle est le plus souvent le stade précoce où la fuite aortique elle est minime en moyenne. Donc, le VG, il est encore de bonne fonction, donc il n'a pas encore eu le temps de se dilater. Le stade C, où la fuite aortique devient sévère, mais elle est encore au stade compensé, donc où la fonction VG elle est parfois conservée, donc les diamètres télésystoliques ou télédiastoliques du VG ne sont pas encore dilatés. C'est pendant cette phase-là où il faut détecter et poser une indication chirurgicale. Le stade D, elle constitue le stade plus ou moins avancé de la fuite aortique avec l'apparition des symptômes où c'est un stade plus ou moins irréversible. Sur le plan physiopathologique, nous pouvons dire que la fuite aortique, elle entraîne une surcharge volumétrique dans le ventricule gauche avec une compensation, donc une augmentation du volume d'éjection systolique avec une baisse de la pression artérielle diastolique. Cette surcharge volumétrique dans le ventricule gauche entraîne une hypertrophie avec dilatation du ventricule gauche qui peut être longtemps asymptomatique avec conservation de la fonction ventriculaire gauche avec une conservation de la FE compensatrice. À la longue, on aura une baisse de la fraction d'éjection systolique du VG, donc avec les phénomènes compensatifs qui vont être dépassés avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque. L'augmentation du volume d'éjection systolique entraîne une augmentation de la pression artérielle systolique qui peut expliquer un peu l'hyperpulsatilité artérielle et donc avec augmentation de consommation myocardique en oxygène et une baisse de l'apport myocardique en oxygène qui est responsable d'une insuffisance coronaire qui est parfois fonctionnelle. La baisse de la pression artérielle diastolique entraîne une augmentation de la pression artérielle différentielle qui est en rapport avec l'augmentation de la pression artérielle systolique et une baisse de la pression artérielle diastolique qui explique un peu l'augmentation de la pression différentielle. Donc, en résumé, nous pouvons dire que l'IAO est un modèle d'augmentation de la précharge et de la post-charge. Donc,
ces images, nous voyons que donc, la fuite aortique entraîne initialement une dilatation du ventricule gauche avec une HVG qui peuvent à la longue conserver la fonction VG et pendant très longtemps. Donc, puis après, à la longue, on aura du fait des phénomènes d'apoptose, d'ischémie ou de la fibrose, on aura une dilatation avec dysfonction VG donc qui devient au stade irréversible où on a une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche et les symptômes apparaissent. Donc, le volume de rigidité dépend de trois paramètres, donc, notamment la durée de la diastole, les résistances périphériques et le refus de régurgiter. Donc, ces trois paramètres conditionnent un peu la sévérité de la fuite aortique. Donc, les différentes étiologies qu'on peut rencontrer dans la fuite aortique, donc, par ordre de croissance, donc, on a l'étiologie rhumatismale qui est la plus fréquente, notamment dans les contextes du rhumatisme articulaire aigu, secondée par l'origine dystrophique, donc, qui est notamment dans le cadre de la maladie amyloïdectasique ou la maladie des Marfan. Et puis, on a l'étiologie congénitale qui est dominée par la bicuspidie et la cause dégénérative, donc, qui peut être en rapport le plus souvent avec la maladie de Mockenberg, donc, qui peut être associée à un rétrécissement aortique. Les causes inflammatoires, notamment les aortites inflammatoires dans le cadre du lupus ou le syndrome d'antiphospholipides ou donc la maladie des B7, les différents médicaments qui peuvent aussi entraîner une fuite aortique, notamment donc les dérivés de l'ergot. Donc, on va détailler un peu quelques étiologies de la fuite aortique. L'étiologie rhumatismale, elle constitue la fuite la plus fréquente. Donc, elle est une pathologie de la valve. Les valves apparaissent le plus souvent épaissies et rétractées. Donc, on voit sur ces images donc, une cause rhumatismale avec des valves qui sont épaissies. Donc, et le jet, il est le plus souvent excentré par restriction d'un défait valvulaire. L'étiologie dystrophique, donc dominée par la maladie amyloïdectasiante ou la maladie de Marfan, donc ou le syndrome de l'Ehlers-Danlos. Donc, il s'agit le plus souvent d'une pathologie de l'aorte que de la valve. L'aorte, elle est le plus souvent dilatée dans ces différents segments, dans ces différentes portions. Donc, elle donne un aspect en bulle d'oignon de l'aorte. Donc, le jet, il est le plus souvent central. L'étiologie, la bicuspidie constitue la pathologie malformative la plus fréquente. Elle a une nette prédominance masculine à transmission autosomique dominante. Donc, on a trois types de bicuspidie, donc qui est représentée par la classification des Sieverts. Donc, en fonction du type de rafet, on a les types 0 ou absence de rafet, le type 1 qui est la forme la plus fréquente avec ces trois sous-types. Donc, en fonction de la position du rafet, on a le type LR ou le type NR ou le type NL. Donc, en fonction de la position le rafet, il est entre le rafet droite ou le rafet gauche, ou en fonction au niveau du rafet entre la cuspe non coronaire et la cuspe droite, ou entre la cuspe non coronaire et la cuspe gauche. Le type 2 qui est moins fréquent. Donc, ici, on rencontre de plus souvent la bicuspidie de type 1. L'étiologie dégénérative qui rentre dans le cadre du syndrome de Mockenberg, donc elle est le plus souvent associée à un rétrécissement aortique. La fuite aortique, elle est souvent minime, donc on ne trouve pas de diffusion de commissure. Donc, ici, sur ces images, on voit clairement donc, une valve aortique qui est très calcifiée, donc très remaniée, donc qui rentre dans le cadre d'un syndrome dégénératif. Donc, le jet, il est le plus souvent excentré, donc par restriction d'un des feuillets valvulaires. Sur le plan évaluation clinique, donc plusieurs signes qui peuvent orienter vers une fuite aortique, mais il n'y a pas de signes spécifiques. Donc, nous allons parler un peu de la circonstance découverte. Donc, la fuite aortique est découverte parfois de façon lors des examens cliniques de routine ou lors d'une dyspnée à l'effort. Donc, ce qui explique un peu le caractère plus ou moins asymptomatique. Donc, mais l'apparition de la dyspnée constitue un tournant évolutif de cette pathologie, comme la montre sur cette courbe. Donc, nous voyons clairement que la dyspnée constitue un des facteurs elle impacte un pronostic, donc un malade qui casse un peu, qui aggrave un peu sa dyspnée, donc casse plus ou moins sa courbe de survie de plus de la moitié. Où les différents signes cliniques qu'on peut observer, donc on a une déviation du choc des pointes, où on a parfois un souffle, souvent le souffle, il est le souffle diastolique de la fuite aortique, un souffle diastolique, donc il est protodiastolique allant crescendo, donc durant la diastole se termine en B1, maximum au foyer aortique irradiant le long du bord gauche du sternum vers la pointe, avec un timbre qui est doux, aspiratif, qui augmente avec la position, donc en position penchée en avant et en expiration profonde. Donc on aura aussi un élargissement de la différentielle ou une hyperpulsation artérielle ou une aisance cardiaque.
les différentes explorations paracliniques qu'on peut avoir, donc on a notamment l'électrocardiogramme qui n'en montre pas vraiment des signes spécifiques, mais bon, qui peuvent orienter vers donc, les signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, notamment dans une HVG qui est initialement diastolique puis systolique. Donc la radiographie thorax peut orienter également donc, en montrant une dilatation de l'aorte, ou une cardiomégalie à pontus diaphragmatique, donc qui peuvent orienter également vers donc l'évaluation d'une fuite aortique. Mais le gold standard dans l'évaluation de la fuite aortique donc, constitue par l'échographie cardiaque. Elle constitue l'examen de référence. C'est un examen qui est honoré, donc qui est reproductible, qui est facile à réaliser. Donc, si on a une expérience dans ça. Donc, elle permet de poser le diagnostic de la fuite aortique. Elle permet également de voir le mécanisme de la fuite aortique. Elle permet de quantifier la fuite aortique. Elle permet de voir le retentissement de la fuite aortique sur les cavités gauches. Elle permet également d'orienter l'étiologie et avec l'échographie, on peut poser l'indication de la chirurgie. Donc, on a des signes, plusieurs signes peuvent orienter, notamment les signes directs, donc notamment un prolapsus ou une inversion des sigmoïdes qu'on voit sur cette image, donc en parasternal en grand axe. Donc on voit que ce prolapsus peut orienter vers une fuite aortique, ou une image d'hiatus central. Donc on voit sur cette image, donc souvent en parasternal petit axe, donc c'est hiatus central. Ou des signes indirects qui peuvent orienter vers la fuite aortique. On a notamment l'aspect endome inversé ou inversion de la valve mitrale en diastole. Donc c'est un signe qui est expliqué par une fuite aortique qui est importante, donc qui est excentrée, donc qui tombe un peu sur la valve mitrale, donc gênant un peu l'ouverture de la valve mitrale, donc qui entraîne parfois un érettement mitral fonctionnel. Donc sur ces images, nous voyons un coupe parasternal grand axe, donc en coupe apicale 4 cavités ou parasternal grand axe, donc cette gêne à l'ouverture de la valve mitrale, donc qui est appelé un aspect endome inversé. Ou on aura un frettling mitral, donc, qui est traduit par un aspect vibratile de la valve mitrale antérieure, donc, au niveau des tirs TM sur la valve mitrale, donc, qui explique un peu la fuite aortique sévère, qui gêne un peu l'ouverture de la valve mitrale antérieure. Ou on peut avoir également une dilatation de l'aorte, donc, qui peut être une cause ou une conséquence de la fuite aortique. Donc, sur ces images, nous observons donc, une dilatation de l'aorte au niveau de la jonction sinotubère, ou la surcharge volumétrique dans les ventricules entre une dilatation du VG qui peut être une conséquence de la fuite aortique. Mais quand on a une dilatation du ventricule gauche, donc on peut également s'orienter vers une fuite aortique à rechercher. Le Doppler polaire permet de poser, parfois elle permet de poser le diagnostic de la fuite aortique en montrant un reflux aliasé qui quitte les sigmoïdes aortiques qui monte un peu dans les chambres de chasse du ventricule gauche. Donc on voit sur ces images donc en coupe apicale à 4 cavités ou en coupe parasternale grand axe, on se reflux aliasé dans la chambre de chasse du ventricule gauche qui donc témoigne d'une fuite aortique. Le Doppler continu, donc elle permet de voir donc un flux qui est positif de grande vélocité. Il est protodiastolique, donc il est positif, donc elle est obtenue par une coupe apicale à 5 cavités. Ou donc si on n'arrive pas à avoir ça, donc on peut faire une coupe avec la sonde TEDOF, donc le flux peut être négatif, donc à une coupe parasternale droite. Le Doppler pulsé donc, permet d'avoir un flux orodiastolique de part et d'autre de la ligne de base en raison des phénomènes d'aliasing liés à des vitesses élevées de flux. Une fois le diagnostic positif posé, donc il faudra évaluer le mécanisme de cette fuite aortique. Notamment, on se base un peu sur de la classification de Carpentier qui classifie un peu ce mécanisme en 3 types. Donc, on a le type 1, donc on a une dilatation de l'aorte. Le type 2, on a un prolapsus de la valve. Ou le type 3, donc on a une restriction de la valve. Donc, l'évaluation du mécanisme donc, prend en compte 3 paramètres. Donc, on a soit la morphologie de la valve, on doit avoir la morphologie de l'aorte et la morphologie du jet couleur. Pour la morphologie de la valve en écho 2-2, nous voyons en fonction des images observées en écho 2-2, donc on peut être orienté vers l'étiologie de la fuite aortique. On peut avoir une valve qui est très calcifiée, remaniée, donc qui peut orienter vers une origine dégénérative, une valve qui est épaissie, remaniée, donc une origine rhumatismale, ou une valve qui est avec un prolapsus de la valve aortique. La morphologie de l'aorte, donc l'échographie permet également de voir si est-ce qu'on est devant une bicuspide aortique ou une valve qui est tricuspide. Elle permet de voir les différentes mensurations de l'aorte, donc avec
le sinus, la jonction et l'aorte ascendante. Si besoin, il faudra indexer ces paramètres donc, pour pouvoir voir surtout chez les dames qui ont plus ou moins des sujets longitudinaux ou les dames qui sont de faible poids. La morphologie du G également, donc l'échographie permet d'évaluer. Donc un G qui peut être excentré ou un G, on peut avoir un G central donc, dans la pathologie de l'aorte ou un G excentré dans la pathologie de la valve. Une fois donc, on a diagnostiqué la fuite aortique avec donné l'évaluation le mécanisme, on doit quantifier cette fuite aortique avec plusieurs approches. On a des approches multiparamétriques et intégratives. On a notamment les paramètres quantitatifs et les paramètres semi-quantitatifs. Donc, pour les paramètres semi-quantitatifs, on a la vena contracta. Elle est obtenue à partir d'une coupe parasternale grand axe. Elle est obtenue à partir d'une coupe parasternale grand axe. Pour bien identifier correctement la vena contracta, il faut utiliser un zoom et un secteur couleur étroit. En pratique, elle correspond au diamètre le plus petit du flux régurgité dans la chambre de chasse du VG, immédiatement en dessous de la zone de convergence. En utilisant une vitesse de flux de 50 à 60 cm par seconde, une largeur de vena contracta inférieure à 3 mètres par seconde correspond à un flux de l'IA qui est faible, ou une vena contracta qui est supérieure à 6 correspond à une IA qui est très volumineuse. Donc, sur cette étude donc, nous montre que donc, la vena contracta a une valeur prédictive négative de plus de 100%. Donc, une vena contracta qui est inférieure à 3 mm donc, possède une valeur prédictive négative. Donc, souvent, donc, on a les limites de cette vena contracta, on a des G qui sont multiples, des calcifications devant une FA ou des malades P écogènes ou devant une bicuspidie. Donc, on doit avoir recours parfois à l'effet diastolique. Cet effet est obtenu donc, par voie susternale, donc avec un tir Doppler pulsé. Donc, on peut dire qu'il y a où elle est dite sévère devant un effet diastolique qui est supérieur à 18 cm par seconde. Donc, les limites de cet effet diastolique qu'on a donc, chez les malades qui sont bradycardes ou chez les malades tachycardes, donc les limités, ou chez les malades qui sont en FA. Le Doppler continu permet de voir également le PHT, donc le PHT donc, qui correspond au temps nécessaire au gradient de pression aorte VG de chuter de 50%. Elle est obtenue en coupe apicale à 5 cavités, donc cette pente-là qu'on doit la dessiner, ou en coupe parasternale droite. Donc, il y a où elle est dite sévère si la PHT est inférieure à 200 mètres par seconde, ou il y a où elle est modérée si la PHT est supérieure à 500 mètres par seconde. Donc, les limites de cette PHT, on a chez les malades qui sont en FA ou des G excentrés, toutes les situations où on a une élévation de pression de remplissage, où on a dans des IM sévères, dans les redressements aortiques sévères, donc cette PHT n'est pas valide. Pour les paramètres quantitatifs, on a la zone de convergence, donc on a la PISA qui permet d'avoir la surface de l'orifère régurgitant ou le volume régurgité. Donc, sur ces images, donc, nous voyons, ces images nous permettent d'avoir la PISA donc, à travers la surface, le rayon PISA, et puis à travers ces rayons PISA, on pourra calculer la surface de l'orifère régurgité, donc qui est égale à 2 pi r carré fois la vitesse d'aliasine divisé par la Vmax. Donc et puis, à travers cette somme, on pourra calculer le volume de régurgité qui correspond à la surface de l'orifère régurgité multipliée par l'ITV. Donc, sur cet exemple, nous voyons que chez ces malades donc, a une SOR qui est supérieure à 39 et un volume de régurgité supérieur à 82 qui correspond parfois à une IAO sévère. Donc, cette PISA, elle est limitée par les G qui sont excentrés, des flux multiples ou des calcifications trop importantes. Donc, on peut avoir recours à la méthode de débit pour faire la quantification de la fuite aortique. Donc, en l'absence d'une fuite mitrale importante, on peut avoir recours à cette méthode de débit donc, pour calculer le volume régurgité ou la fraction de régurgitation. Une fuite aortique, elle est dite sévère si le volume de régurgité est supérieur à 60 ml ou une fraction de régurgitation supérieure à 50 ou un débit aortique qui est supérieur à 10 litres par minute. Ce débit est limité. Cette évaluation est limitée dans le cadre de la FA ou dans le cadre de toutes les situations où la FI est très basse ou dans le cadre d'une IM très sévère.
Donc, à la lumière de ça, donc, les recommandations américaines de 2017, donc, ils nous ont permis de classifier la fuite aortique en deux approches. Donc, la première étape consiste en prenant en compte les paramètres semi-quantitatifs. Donc, une IAO, elle est dite minime. Donc, si au moins 4 de ces critères sont présents, donc une vena contracta qui est inférieure à 3 mm, ou un PHT qui est supérieur à 500, un VG qui est de taille normale, ou une petite ou pas de zone de convergence visible. Donc, ou l'IAO peut être sévère, donc si au moins 4 de ces critères, sur ces 7 critères sont présents. Une vena contracta qui doit être supérieure à 6 mm, ou un PHT qui est inférieur à 200, ou une grande zone de convergence, le VG, l'effet télédiastolique qui est importance supérieure à 18 cm par seconde, ou un VG qui est dilaté avec fonction systolique conservée. Si on n'arrive pas à déterminer la sévérité de cette fuite, donc on peut avoir recours à la méthode quantitative, notamment la PISA. Donc une IAO, elle est dite minime si donc, le sort est inférieur à 10 cm² ou le volume de régurgitation inférieur à 30 ml ou une fraction de régurgitation inférieure à 30%. Elle est dite sévère si le sort est supérieur à 30 cm² ou le volume de régurgitation supérieur à 60 ml ou une fraction de régurgitation supérieure à 50%. Une fois on a posé le diagnostic de la fuite aortique et puis évaluer son mécanisme, on doit évaluer les critères de sévérité de cette fuite aortique en intégrant les paramètres quantitatifs, semi-quantitatifs et avec sur cette approche multiparamétrique. Donc, pour dire que la fuite aortique est sévère, il faut une vena contracta qui est supérieure à 6 mm, un PHT qui est inférieur à 200 millisecondes, un effet télédiastolique supérieur à 18 cm par seconde, une SOR supérieure à 30 mm par millimètre carré ou un volume de régurgitation supérieur à 60 ml. Donc, l'échographie permet également non seulement de voir l'aorte, mais elle permet également d'évaluer l'aorte en elle-même, donc en évaluant les degrés de calcification. Donc, elle permet de voir s'il y a plusieurs grades. Donc, on a le grade 1, donc, où il n'y a pas de calcification, ou le grade 3 ou 4, donc, en fonction de l'importance des calcifications. Le grade 4, on a des classifications très extensives de toutes les responsables de restriction des mouvements importants. Donc, on doit évaluer également les différentes mensurations de l'aorte, notamment le sinus, la jonction et l'aorte ascendante. Donc, si besoin, il fallait indexer ces paramètres chez les sujets âgés ou chez les sujets donc, des maigres ou chez les sujets longilines. L'échographie permet également d'évaluer le retentissement de la fuite aortique sur le ventricule gauche. Il s'agit d'une question qui est très importante, donc notamment l'évaluation de la fraction d'éjection du ventricule gauche, l'évaluation des diamètres du ventricule gauche. Donc, c'est une question qui est parfois très difficile à évaluer, donc notamment chez les malades qui sont peu hétérogènes ou donc en cas de discordance. Cette évaluation de la FFPG donc impacte un peu sur la survie, donc pour lesquelles donc les dernières recommandations se sont basées. Donc, ils ont donné quelques pour les indications opératoires. Donc, la FEVG, elle a un impact sur la survie, donc, comme l'a montré cette courbe, donc, qui montre que chez les malades qui ont une FEVG inférieure à 50%, donc, ont un impact, ont une survie à la longue altérée par rapport aux malades qui ont une FEVG supérieure à 50%. Donc, comme elles ont aussi un impact, sur une mortalité post-opératoire élevée chez les malades qui ont opéré avec une FEVG très altérée, notamment une FEVG inférieure à 35%. Chez les malades opérés avec une FEVG supérieure à 50%, donc ils ont une survie qui est importante par rapport aux malades qui ont une FEVG altérée. Donc, les diamètres du ventricule gauche, donc notamment les diamètres télésystoliques et télédiastoliques du ventricule gauche, donc sont à évaluer aussi également. Donc, comme le montre cette courbe, donc nous voyons qu'à la longue, la fuite aortique évolue à bas bruit pendant très longtemps, donc, avec une dilatation hypertrophie du ventricule gauche. Donc la symptomatologie apparaît, la dysfonction BG apparaît dès qu'on a ces diamètres qui sont très élevés, donc, notamment donc, avec des seuils qui sont supérieurs à 70 ou supérieurs à 50 mm pour la télésystolique. Donc, sur cette courbe, nous voyons que chez les malades qui ont été opérés avec un diamètre télésystolique ou télédiastolique inférieur à 50 ou inférieur à 70, donc, ils ont une mortalité post-opératoire moindre que chez les malades qui ont été opérés pour des diamètres plus élevés. Donc, on peut dire qu'attendre un diamètre télédiastolique du VG supérieur à 50 est associé à un risque opératoire élevé, donc autant les opérer plus tôt.
Chez les sujets de maigres ou de faible poids, donc on essaie d'indexer ces diamètres. Donc, ce travail montre que chez les femmes surtout, donc, qui ont une surface corporelle faible, donc il faut indexer ces diamètres. Donc, on indexe les diamètres télésystolique du VG qui est supérieur à 25 mm, donc constitue le seuil opératoire de ces patientes. Ou chez les sujets qui sont âgés, donc on baisse un peu le seuil opératoire, donc notamment le diamètre télésystolique du VG est supérieur à partir de 20 mm par mètre carré, ou le diamètre télédiastolique du VG à partir de 30 mm carré, notamment parce que ces malades, ils ont un VG qui est rigide, donc il faudra essayer de baisser un peu ces seuils pour pouvoir les opérer et avoir un pronostic post-opératoire meilleur. Donc, le volume télésystolique du VG également, il est utilisé pour indiquer un peu la chirurgie de ces malades. Donc, comme l'a montré ce travail, donc nous voyons exactement que chez les malades qui ont été opérés avec un volume télésystolique du VG inférieur à 45 ml par mètre carré, ils ont un pronostic post-opératoire meilleur par rapport aux malades qui ont été opérés avec un volume télésystolique du VG indexé supérieur à 50. Donc, ce travail conclut que un volume télésystolique qui est à partir d'un volume télésystolique du VG supérieur à 45, donc c'est des patients qui sont à très haut risque, donc il faut essayer de les opérer pour pouvoir avoir un pronostic post-opératoire meilleur. Donc, en cas d'incohérence ou de dysfonction infraclinique, donc les strings longitudinales du VG donc, permet également de dépister certains malades qui ont des dysfonctions VG infracliniques. Donc, comme l'a montré ce travail, donc, qui ont essayé d'étudier plusieurs malades, donc, ils ont donné un cutoff donc, pour proposer les malades à une chirurgie à moins de 18%. Donc, c'est des malades qui ont été opérés avec un string longitudinal du VG inférieur à 16%, ont eu un pronostic mauvais post-opératoire. Et chez les malades qui ont eu un string longitudinal moins de 19%, donc, ils ont rapidement progressé leur fuite aortique donc, sous traitement médical. Donc, ils donnent une moyenne donc, aux alentours de moins de 18%. C'est des malades qui doivent être proposés pour la chirurgie. La place de l'échographie 3D, donc c'est un travail qui est en cours d'étude, donc qui n'est pas encore validé dans l'évaluation de la fuite aortique. Donc, mais si elle est réalisée par un échographe qualifié ou dans un centre qui est plus ou moins adapté, donc elle permet de mieux évaluer la fuite aortique. Donc, elle permet également de bien apprécier la morphologie de la valve, l'extension du jet. Donc, elle est en cours de validation. Donc, l'ETO, en l'absence chez les malades qui n'ont pas une bonne échogénicité ou on doute sur les diagnostics ou lorsqu'une prise en charge thérapeutique spécifique est envisagée, elle permet de voir la morphologie de la valve, donc est-ce qu'elle est tricuspide ou pas. Elle permet de voir mieux l'aorte ascendante. Donc, sur cette image, nous voyons clairement à l'ETO, donc on peut clairement bien mesurer la vena contracta. On peut voir également donc, la morphologie de la valve, est-ce qu'elle est tricuspide ou pas. Donc l'écho 3D, donc, si elle est réalisée dans des centres plus ou moins expérimentés, elle permet de mieux voir la fuite aortique. L'ETO permet de mieux évaluer dans les cas de bicuspidie. Donc, on voit clairement sur ces images, donc, on a une bicuspidie de type 1 où la valve ici, elle est tricuspide. Donc, si on a un doute sur une bicuspidie, donc devant une fuite aortique, n'hésitez pas à passer à faire l'ETO et donc, on type un peu la fuite aortique. Donc, la place de l'IRM, elle constitue donc un tournant important donc, en cas de doute sur l'évaluation de la sévérité en écho. Donc, et devant toute IAO qui apparaît au moins modérée, il est de bonnes pratiques d'avoir recours à l'IRM cardiaque avec des séquences de flux permettant une mesure précise et assez reproductive du volume régurgité et la fraction de régurgitation de la fuite aortique. Elle permet également d'évaluer la fonction VG. Donc, l'IRM, donc, elle a une indication de classe 1B, donc elle permet de voir non seulement la fonction systolique et diastolique, elle permet également de voir les différents volumes. Donc, elle est indiquée dans les cas des IA qui semblent sévères avec des données des échos qui sont contradictoires, dans les cas des G multiples ou confinés, donc, ou des G qui sont excentrés. Donc, il existe plusieurs méthodes pour un IRM pour évaluer la fuite aortique. Donc, on a la méthode directe, la méthode comparant les flux aortiques et au flux pulmonaire et la méthode de volume. Donc, la méthode directe, c'est la méthode la plus utilisée. Donc, elle utilise le volume, elle permet d'avoir la fraction régurgitée qui correspond au volume rétrograde sur le volume antérograde. Donc, c'est
Donc, sur ce travail qui n'est pas encore l'évaluation de l'IRM par l'écho avec des seuils qui ne sont pas encore dans les recommandations, mais donc ce travail conclut que donc une fraction de régurgitation supérieure à 33% avec un volume télédiastolique d'IVG supérieur à 246 mm donc constitue un seuil opératoire. L'IRM, elle a un intérêt qui réside sur sa fiabilité et sa reproductibilité par rapport à l'écho avec ses différentes limites, notamment l'écho. Donc, comme l'a montré ce travail, qui montre que l'IRM, elle a un caractère reproductible et est très fiable par rapport à l'écho. Donc, elle a aussi un impact sur la chirurgie post-opératoire des fluides aortiques. Donc, sur ce travail, on voit que chez des malades qui ont été évalués par l'IRM ou par rapport aux malades qui ont eu une évaluation par l'échographie, avec des jets qui ne sont pas vraiment bien quantifiés, donc des jets excentrés. Donc, on voit clairement que chez des malades qui ont eu une évaluation par l'IRM, donc ils ont un pronostic post-opérateur meilleur par rapport aux malades qui avaient une fuite aortique évaluée par l'échographie cardiaque. Il y a une autre technique, donc la technique d'IRM, l'IRM de flux 4D, donc qui n'est pas réalisée fréquemment, mais donc, elle permet de voir les fuites paravalvulaires, avec des jets qui est parfois en diastole ou en systole. L'IRM permet également d'évaluer la valve aortique, avec ces différentes mensurations. Elle rentre dans le cadre de l'exploration de l'aorte à travers l'imagerie multimodale. Une fois on a diagnostiqué la fuite aortique, la fuite aortique, on a quantifié sa sévérité, on a vu son rétention sur le ventricule gauche. Donc, il faudra évaluer un peu plus ou moins la symptomatologie, le caractère asymptomatique de cette fuite aortique. Donc, cette symptomatologie, elle est représentée par la dyspnée qui constitue un peu le maître symptôme. Donc, elle a un impact pronostique, elle constitue un tournant évolutif de la pathologie. Donc, on voit clairement sur cette courbe, donc, chez les malades qui ont eu qui ont aggravé l'aire dyspnée, qui sont passés de stade 2 à stade 3, donc ils ont complètement cassé leur courbe de survie de plus de la moitié. Donc, cette image, on voit clairement que chez les malades qui apparaissent symptomatiques, ils cassent leur courbe de survie de plus de la moitié, donc ils ont une évolution très rapide de la symptomatologie. Donc, la dyspnée, elle constitue également un maître symptôme indépendamment de la fraction d'éjection. Donc, sur ce travail, nous voyons que chez des malades qui ont une dyspnée qui est stade au moins 2 à 3, donc, quelle qu'en soit la FEVG, on voit un pronostic post-opératoire qui est important. Donc, chez des malades, il y a certains malades qui sont des faux asymptomatiques, donc, notamment chez les sujets âgés où l'interrogatoire est un peu difficile, donc, ils ne disent pas clairement qu'ils sont symptomatiques. Donc, on doit avoir recours aux tests conventionnels, tests d'effort conventionnels ou à l'écho d'effort testé couplé à la VO2 max. Donc, l'évaluation de la symptomatologie. Donc, on a une classe de BNP qui constitue un impact pronostic. Donc, les BNP, chez les patients qui ont une fuite aortique importante, qui ont une dilatation du VG, donc, ils sécrètent un peu de la BNP. Donc, comme montre ce travail, nous voyons chez les malades, ils ont essayé de voir chez presque 290 malades qui ont une fuite aortique sévère asymptomatique. Donc, ils ont dosé les BNP, donc, ils ont essayé de conclure à un seuil de détection des malades qui sont sujets à une chirurgie. Donc, ils ont conclu à un seuil supérieur à un BNP supérieur à 130 picogrammes par minute. Donc, à partir de ces seuils, donc, c'est des malades qui ont un pronostic péjoratif. Donc, c'est des malades à proposer pour une chirurgie. Donc, à la lumière de ça, donc, nous pouvons dire que la prise en charge d'une fuite aortique, donc, si la fuite aortique elle est sévère, il faudra voir si elle est associée à une dilatation de l'aorte ou pas. Donc, si elle est associée à une dilatation de l'aorte, c'est des malades qui sont proposés pour une chirurgie. Donc, si la fuite aortique elle est sévère et qu'elle est symptomatique, c'est une indication chirurgicale. Si la fuite aortique elle est sévère mais asymptomatique, on doit voir la fraction d'éjection du VG si elle est inférieure à 50 ou le diamètre télédiastolique du VG supérieur à 70 ou le diamètre télésystolique du VG supérieur à 50 ou indexé supérieur à 25 mm par mètre carré. C'est des malades qui ont une indication opératoire. Donc, ou sinon, c'est des malades qui doivent être surveillés régulièrement. Donc, avec une prise en charge, avec un traitement médical. Donc, le traitement médical, donc, elle est représenté beaucoup plus par les ARAD ou les IEC, les bêta-bloquants. Les ARAD et les IEC, donc, pour la lutte contre le remodelage. Les bêta-bloquants sont utilisés pour la dilatation de l'aorte. Les diurétiques sont utilisés dans le cadre de la surcharge. Donc, la prise en chirurgicale constitue le gold standard. Donc
INIAO, elle est sévère sans dilatation de l'aorte, donc on a une indication de remplacement de la valve aortique. Donc, INIAO, elle est sévère avec dilatation de l'aorte, on a un remplacement de la valve aortique avec une chirurgie bentale, ou INIAO modéré avec dilatation anévrisement de l'aorte, donc on peut avoir recours à une chirurgie conservatrice, notamment l'intervention de Thiron David. Donc, à la lumière de ça, donc, on a des différentes indications opératoires donc, qui ont été résumées dans les différents guidelines donc, qui sont sortis en 2017. Donc, on a soit un remplacement de la valve aortique seule, donc chez des malades qui ont une IDAO qui est sévère, asymptomatique, avec une FIVG inférieure à 50, c'est une indication de classe 1B. Chez des malades qui ont une IAO sévère avec une FIVG conservée, avec un diamètre télédiastolique du VG supérieur à 70 ou un diamètre télésystolique du VG supérieur à 50 ou un diamètre télésystolique du VG indexé supérieur à 25, donc constitue donc une indication chirurgicale, mais une classe 1B. On peut avoir également une chirurgie de la valve, oui, une chirurgie de la valve et chirurgie de l'aorte. Donc chez les malades qui ont la maladie de Marfan avec une aorte qui est dilatée supérieure à 50, c'est une indication de classe 1C. Chez des malades qui ont une maladie de Marfan avec des facteurs de risque cardiovasculaire, constitue donc un stade 1C. Ou chez les malades qui ont une bicuspidie avec une aorte qui est dilatée supérieure à 50, ou chez les malades qui ont, quelle qu'en soit la fuite aortique, quelle qu'en soit la pathologie, donc avec une aorte qui est supérieure à 55 mm, donc disons une indication opératoire de classe 1C. Donc chez les malades qui ont une bicuspidie avec une indication de la valve, indication d'un remplacement de la valve aortique, dont le diamètre de l'aorte qui est supérieur à 50, donc constitue une indication, un remplacement de la valve et de l'aorte ascendante. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la fuite aortique constitue une pathologie donc, qui peut évoluer pendant très longtemps, asymptomatique et qui évolue à bas bruit. La quantification nécessite une approche multiparamétrique. Donc, l'ETT constitue l'examen de première intention. À défaut, on peut avoir recours à l'ETO ou à l'IRM. L'évaluation, il faut évaluer non seulement la valve aortique, mais également il faut évaluer l'aorte. Donc, ces différents paramètres d'évaluation permettent d'indiquer un peu la chirurgie donc, pour un pronostic meilleur chez les malades. Je vous remercie. Merci, Dr Brahim, pour ton exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce clair? Est-ce que vous voulez des éclaircissements? Sachant bien que les valves aortiques ou les valvulopathies aortiques sont très fréquentes dans notre contexte. Est-ce que vous avez eu des cas particuliers, Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de remarques? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Dr Malik. Oui, Dr Malik. D'abord, remercier Dr Brahim pour une belle présentation sur l'insuffisance aortique asymptomatique. Donc, je voulais qu'il me clarifie sur l'étiologie le plus fréquent. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est une insuffisance aortique d'origine rhumatismale qui occupe la première place ou c'est d'origine dégénérative? Vu que cette dernière génération, les médecins sont sensibilisés par rapport à des patients qui font des pharyngites et des angines à répétition et on introduit aussi des traitements prophylaxiques pour éviter le développement l'évolution de ces genres de pathologies vers l'attente cardiaque. Donc, ça c'est la première question. Donc, pour la deuxième question, c'est que si la personne a une insuffisance aortique asymptomatique, donc avec une FEVG qui est conservée, donc avec une diamètre télédiastolique du VG qui est à la limite, donc quel est le lieu de suivi de ces malades? Parce que parfois, il y a des malades aussi qui sont perdus de vue, donc ils risquent d'aggraver. On voit à certains moments en consultation des malades qu'on dit il faut le suivi 3 mois ou 6 mois. Est-ce que c'est quoi vraiment la durée de suivi? C'est 3 mois ou 6 mois ou 1 an pour l'insuffisance aortique qui est modérée, donc asymptomatique chez les sujets et chez les malades qu'on voit. C'est quoi la durée de suivi, de recontrôle de ces malades? Merci beaucoup. Merci, Dr Malik. Tu peux répondre
Brahim? Ok, donc merci Dr Malik pour la question. Donc, les étiologies, donc, en fonction de la zone géographique, donc ici, par exemple, ici en Afrique, plus ou moins, donc, on a un peu l'étiologie rhumatismale constitue la cause la plus fréquente, donc, alors que dans d'autres pays, un peu dans l'Occident, donc la cause dystrophique ou la cause dégénérative constitue les causes les plus fréquentes. Donc, c'est pour la première question. Donc, pour la deuxième question, donc, chez des malades qui ont une IAO qui est moyenne à modérée, donc qui est asymptomatique, donc c'est des malades, tant qu'elles ne sont pas symptomatiques, donc il faut les surveiller régulièrement, donc avec une moyenne de surveillance de tous les 6 mois en moyenne, et faire une échographie cardiaque. Donc c'est pourquoi chez ces malades, donc il y a un intérêt de voir, donc comme je l'ai montré sur mes derniers travaux, donc il faut essayer de guetter avec les BNP, donc si ces malades donc, ont un BNP qui est supérieur à 130, donc c'est des malades qu'il faut rapprocher un peu leur surveillance et pour ne pas passer à côté du stade chirurgical. Alors, il faut être concernant la fuite aortique. La fuite aortique est un diagnostic qui très souvent reste asymptomatique. Il ne faut pas se dire, il n'a pas de symptômes, je le surveille tous les 6 mois. Attention, attention. Donc, il y a d'autres critères. Certes, il y a l'échocardiographie, tu en as parlé, tu as pas mal de critères. Donc, quand tu as 3 ou 2 critères, il faut guetter et refaire, mais je dirais un peu plus rapproché. Et ça dépend, bien entendu, de l'importance de la fuite. Parce qu'une fuite aortique, quand elle devient symptomatique, tu l'as très bien expliqué, c'est un mauvais pronostic, elle va vers le décès rapidement. Donc, il faut vraiment rapprocher les surveillances quand le patient a d'autres critères. Il n'y a pas que le symptôme. C'est une très bonne question. Les fuites aortiques sont très, comment dirais-je, il ne faut pas se fier aux symptômes. Parce que dès que le symptôme apparaît, c'est un mauvais pronostic. Donc, il faut absolument, absolument voir les autres paramètres échocardiographiques et essayer de les refaire le plus rapidement, encore plus si le patient est d'un âge jeune. D'accord? Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres réponses? Bonjour madame. Oui, bonjour, j'entends très mal. Docteur Slimaoui. Oui, c'est bon. Premièrement, je voudrais bien remercier Dr Brahim pour la qualité de sa présentation. Elle a montré plusieurs aspects de cette pathologie qui est fréquente et souvent difficile à évaluer. Donc, j'ai juste une question par rapport au phénomène de remodelage et la FE qui est altérée pour les patients atteints des onces aortiques sévères. Après le remplacement valvulaire aortique, est-ce qu'on peut avoir une récupération de la fraction d'éjection et de phénomène de remodelage de la dilatation du VG? Et merci. Oui, docteur Malik, vas-y. Une belle question. Oui, donc si les malades ont été opérés plus tôt, donc on peut avoir une récupération de la FE, mais donc dès que le malade, mais en fait je l'ai montré sur un travail tout à l'heure, donc chez les malades qui ont, en fonction de la FEVG pour lesquels on a opéré les malades, chez les malades qui, si les malades ont été opérés avec une FEVG inférieure à 35%, la récupération est plus ou moins difficile et très lente. Mais chez les malades, si c'est des malades qui ont été opérés avec une FEVG aux alentours de 30, plus de 35%, aux alentours de 40 à 50%, donc c'est des malades qui peuvent à la longue récupérer cette FEVG. D'accord. Merci beaucoup, Dr Brahim. Et surtout, attention aux symptômes. Dès que le patient commence à avoir les symptômes, en général, fréquemment, il récupère peu. Donc, c'est pour ça qu'on insiste énormément dans l'insuffisance aortique d'opérer assez tôt. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres commentaires? C'est clair pour tout le monde? Il n'y a plus d'autres questions? Et les autres? Est-ce que vous avez suivi au moins? Bonjour madame.
C'est Dr Bikouchi Sami. Donc, je tiens à remercier mon collègue Dr Brahim pour sa présentation qui était très claire. J'ai une petite question concernant des patients qui sont fréquents dans notre contexte, notamment dans le cadre de la pathologie rhumatismale. C'est les patients qui se présentent pour une double valvulopathie mitro-aortique. Donc, est-ce que j'aurais bien aimé que ça fasse partie des indications éclairées sur les diapos. Est-ce que la présence d'une autre valvulopathie mitrale va changer les critères de la chirurgie ou pas? Donc, je ne sais pas, est-ce que ma question est claire? Docteur Malek, est-ce que tu as compris la question? Monsieur Malek, Brahim. Dr Brahim. Oui. Donc, en cas de présence, par exemple, d'une autre valvulopathie mitrale, est-ce qu'on va considérer toujours les mêmes critères pour faire une chirurgie, un double remplacement valvulaire, ou bien on va se contenter sur les mêmes critères de sévérité et d'indication chirurgicale? Donc, je pense, merci, docteur Sami, pour cette question. Donc, chez des malades qui ont plusieurs valvulopathies, notamment chez les malades qui ont une valvulopathie rhumatismale, donc la symptomatologie elle est plus ou moins difficile à imputer à la fuite aortique, ou c'est l'autre valvulopathie qui est responsable de cette symptomatologie. Donc, chez ces malades, donc, si on a une fuite aortique qui est minimum moyenne, avec des diamètres télédiastoliques ou du VG, ou des télédiastoliques ou télésystoliques du VG qui commencent à se dilater à partir de 70, c'est des malades qu'il faut opérer. Si l'autre valvulopathie elle est sévère, il faut opérer rapidement la valve aortique et l'autre valve également. Alors, je complète un petit peu la question. C'est une très bonne question. En fait, il y a des changements. On tient compte, en fait, parce que si on a une fuite aortique et un rétrécissement mitral, donc automatiquement, on aura une diminution. On n'aura pas une augmentation aussi importante du VG que si on n'avait pas de rétrécissement mitral. Donc, il faut tenir compte des autres valvulopathies. D'ailleurs, je vous demande de faire un des topos sur la prise en charge quand il y a une polyvalvulopathie, parce que ça change, effectivement, notamment avec le RM. Et il faut tenir compte pas uniquement des valeurs que vous allez trouver, mais des symptômes en plus et de l'atteinte pulmonaire, etc. Donc, c'est un autre chapitre dont il faut faire un topo dans ce sens. Mais bien entendu, il faut tenir d'autres arguments pour pouvoir prendre la décision d'opérer ou ne pas opérer les autres valves. D'accord? C'est bon? Merci, madame. Merci, docteur Brahim. Merci, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Safia Bakar. En fait, j'aimerais bien compléter la question de Samy. En fait, pour les indications opératoires, elles sont classées en 3 catégories. Donc, pour la classe 1 d'une indication opératoire, donc, il serait classé. Alors, l'association d'une IAO sévère symptomatique, c'est une indication chirurgicale classe 1. Asymptomatique et associée à une FO moins de 50%, ou bien l'association d'une IAO sévère avec une indication à une autre chirurgie cardiaque, notamment un pontage, une chirurgie de l'aorte ou bien une autre chirurgie valvulaire. Donc, je pense justement que la présence d'une autre valvulopathie indiquant la chirurgie est une indication aussi à la chirurgie de l'aorte, de l'insuffisance aortique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est tout à fait vrai. Ce que voilà. Une autre chirurgie cardiaque indique la chirurgie de la valvulopathie aortique. La question de Samy, c'était une autre valvulopathie. Mais c'est vrai, quand il y a une autre chirurgie de l'aorte ou des coronaires, c'est une indication formelle. Oui. Donc, sa question était les autres valvulopathies. D'accord. Effectivement, il faut tenir compte d'autres paramètres. It's 20 hours. Pardon. Oui. Merci, Safia, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bonsoir, madame. C'est Hamdani Zainab. J'aimerais tout d'abord remercier le Dr Brahim pour sa présentation. En fait, j'ai une petite question par rapport au traitement médical, notamment les IUC et les ARA2. Est-ce qu'ils seront indiqués dès que le diagnostic il est posé et avant même l'indication à la chirurgie?
ou bien où il sera aussi maintenu après la chirurgie? Je n'ai pas compris la question. Wesh, le traitement quoi, médical? Les IEC? Parce que Dr Brahim, il avait parlé pour le traitement médical, il avait cité les IUC, les ARA2, les bêta-bloquants notamment pour la maladie de Marfan, je pense, et les diurétiques. Est-ce qu'ils seront, bon, tout dépend de la diétologie, oui, mais est-ce qu'ils seront donnés dès que le diagnostic il est posé et que ça sera juste, par exemple, une surveillance et il n'y a pas d'indication à la chirurgie, ou après la chirurgie pour aider, par exemple, au remodelage et tout? Pas très bien compris. Est-ce que tu peux répondre, docteur Brahim? Ok, donc j'ai mis cette plaque pour la prise en charge thérapeutique parce que chez les malades soit qui ont une FVG qui est altérée donc, ou une dilatation de l'aorte, donc ce traitement donc, elle est indiqué donc, pour éviter un peu le remodelage ou donc, chez les malades, les diurétiques dans les cas de malades qui sont en surcharge. Mais donc, si les malades qui n'ont pas encore une dilatation du VG, qui n'ont pas une aorte dilatée, donc il n'y a pas lieu de les mettre. Mais si c'est les malades qui ont une maladie de Marfan avec une dilatation de l'aorte, donc les bêta-bloquants sont indiqués, ou s'il y a une dysfonction VG, donc les IEC ou les ARAD sont indiqués dans le cadre du remodelage, ou chez les malades qui sont en aisance cardiaque, les diurétiques, donc pour lutter juste contre la surcharge. Mais sinon, donc en dehors de ça, donc il n'y a pas vraiment la place. Bon, moi, je n'ai pas vraiment saisi la question, mais bon, je peux dire que les médicaments, on les donne en fonction, avec l'arrière-pensée de quoi? Les IEC et les ARA2, on les donne avec l'arrière-pensée d'éviter le remodelage ventriculaire. Les bêta-bloquants avec l'arrière-pensée de rallonger la diastole, plutôt oui, donc quand on rallonge la diastole, en fait, on aggrave encore l'insuffisance aortique. Donc, s'il y a une autre indication pour l'aorte, donc il faut éviter systématiquement les bêta-bloquants. Les diurétiques, on ne les donne pas systématiquement, sauf s'il y a une congestion. Donc, on donne un médicament, c'est pour une arrière-pensée. D'accord? D'accord, donc ça va être en fonction du retentissement, d'après ce que j'ai compris. Merci. Donc, on ne donne pas un médicament comme ça pour donner un médicament. Merci. Mais les bêta-bloquants, attention, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça rallonge la diastole et ça risque d'aggraver la fuite aortique. D'accord, merci. Une autre indication, oui, mais pas pour l'insuffisance aortique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, s'il n'y a plus d'autres remarques, je vous remercie tous. Je remercie Dr Brahim. Bon, je vais quand même te faire quelques petites remarques. Tu as bien fait ton travail. Tu as fait une vue panoramique de l'insuffisance aortique, mais tu étais tellement rapide qu'on sentait que tu avais appris ton exposé. Comme ça, donc, il faut éviter d'apprendre son topo parce que les autres ont des difficultés à te suivre parce que tu vas tellement rapidement et que tu fais faire passer tes diapos avec une vitesse que les autres n'arrivent pas à assimiler. C'est bien de connaître son topo, mais il ne faut pas l'apprendre. Il faut laisser le temps pour l'audience, pour qu'elle te suive et pour qu'elle puisse un petit peu prendre note pour ce que tu as fait. Mais c'est bien, bravo. Donc, merci encore à tous. À demain. Merci, madame. Madame?